Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers invisible, un monde qui a pourtant le pouvoir de paralyser des nations entières. On va passer des simples canulars numériques aux véritables armes de guerre. Voici l'histoire des logiciels malveillants les plus puissants jamais créés. Alors non, ça, ce n'est pas le pitch d'un film de science-fiction, c'est la réalité pure et dure des cybermenaces d'aujourd'hui. Quelques lignes de code suffisent à mettre à genoux des multinationales, voire des pays entiers. C'est assez fou quand on y pense. Avant de parler des rançons à plusieurs millions de dollars, il y a eu le chaos. Notre histoire commence donc avec des logiciels dont le seul et unique but était la destruction. Une destruction pure, simple et souvent mise en scène pour un public en direct. Imaginez un peu le piège. On vous propose de l'aide en ligne, un petit outil sympa pour améliorer votre stream, et en fait, c'est un traquenard. C'est exactement ce qui s'est passé avec des virus qui ciblaient des streamers en leur faisant miroiter une meilleure diffusion en direct. Et là, le but, c'était vraiment le spectacle. Pendant que la victime et tous ses spectateurs voyaient l'écran se dissoudre dans des effets visuels bizarres, en arrière-plan, le virus, lui, était en train d'exécuter une véritable sentence numérique. Il s'attaquait au cœur du démarrage de la machine, le bootloader. Résultat, le PC devenait une brique. Impossible de le redémarrer. Mais bon, le chaos, ça ne paye pas les factures. Très vite, les motivations ont évolué vers quelque chose de beaucoup plus lucratif. L'argent. Et là, on passe à un niveau supérieur. La menace ne se contente plus de tout casser, elle prend les données en otage. C'est en fait l'équivalent numérique d'un kidnapping. Tous vos fichiers, vos photos, vos documents, tout est enfermé à double tour dans un coffre-fort virtuel. Et les criminels, eh bien, ils vous vendent la clé pour y accéder à nouveau. Ce qui a rendu WannaCry si redoutable, c'est sa capacité à se propager tout seul. Pas besoin qu'on clique sur un lien piégé, non, il se comportait comme un ver, chassant activement les machines qui n'étaient pas à jour sur un réseau. Du coup, une seule infection pouvait se transformer en une véritable pandémie mondiale. En quelques heures à peine, c'était le chaos planétaire. Des hôpitaux au Royaume-Uni, des usines en France, tout était à l'arrêt. Et puis, aussi vite que c'est arrivé, ça s'est arrêté. Comment ? Grâce à un jeune chercheur de 22 ans, Marcus Hutchins, qui, en fouillant le code, a découvert une sorte de bouton d'arrêt d'urgence. Il a juste eu à enregistrer un nom de domaine pour $10 et ça a stoppé net la propagation. Une histoire incroyable. On pourrait se dire que le pire est passé. Mais, et si la demande de rançon n'était qu'un leurre, une simple distraction ? 1 an après WannaCry, un nouveau malware est apparu, NotPetya. Et lui, il était beaucoup plus sinistre. 10 milliards de dollars, c'est le coût estimé de cette seule attaque. Ça en fait la cyberattaque la plus chère de l'histoire. Elle a frappé des géants mondiaux, comme le transporteur Maersk, paralysant leurs opérations pendant des semaines. C'est juste colossal. Et la vitesse était sidérante. On parle de 15 000 ordinateurs anéantis en à peine 1 minute et demie. Le but n'était pas de verrouiller les fichiers pour demander une rançon. Non, le but était de tout effacer, de manière irréversible. La conclusion est vite devenue évidente. NotPetya, ce n'était pas un ransomware. C'était une cyberarme, déguisée en ransomware, conçue pour une destruction massive. Bon, après la destruction ciblée, on passe à la mobilisation de masse. La menace suivante, elle ne vise pas un ordinateur, mais on recrute des millions pour en faire une armée de zombies numériques. Un ordinateur, une caméra connectée, et même, oui, un babyphone, n'importe quel appareil connecté pourrait être enrôlé en silence dans cette armée numérique, sans que son propriétaire ne s'en doute une seule seconde. Le botnet Mirai est l'exemple parfait du danger de notre monde ultra connecté. Il a transformé des objets du quotidien, comme nos caméras de sécurité ou nos routeurs, en armes. Il scannait simplement Internet à la recherche d'appareils avec des mots de passe par défaut, genre admin, password, et il en a trouvé des centaines de milliers. Il les a ensuite utilisés pour lancer des attaques massives qui ont mis à terre des services comme Twitter, Netflix ou Amazon. La menace peut aussi devenir beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce qui se passe quand le but n'est plus l'argent ni le chaos, mais simplement d'observer nos moindres faits et gestes ? La question, c'est comment ces logiciels espions arrivent à s'infiltrer ? Eh bien, souvent, ils n'ont même pas besoin de forcer la porte. On leur ouvre nous-mêmes, en étant victimes de manipulations psychologiques très bien ficelées. Les pirates jouent sur 2 choses, la confiance et le sentiment d'urgence. Un mail qui semble venir de la banque, un SMS pour un colis en attente. Ils créent un prétexte crédible pour nous pousser à l'erreur. Pas besoin de casser la serrure si on peut nous convaincre de donner la clé. Et une fois qu'ils sont dedans, avec un outil comme un raté, pour Remote Access Trojan, c'est l'espionnage ultime. Ils peuvent tout faire, parcourir les fichiers, voir tout ce qui est tapé au clavier et même, ça fait froid dans le dos, activer la webcam et le micro à distance, sans le moindre signe visible. On arrive maintenant au sommet de la pyramide des logiciels malveillants.
On parle ici de cyberarmes développées et financées par des États, conçues avec une précision militaire pour atteindre des objectifs stratégiques bien réels. En 2010, quand des chercheurs en sécurité découvrent un virus nommé Stuxnet, ils sont complètement déconcertés. Le truc est d'une complexité folle. Il utilise 4 failles Zero Day, c'est-à-dire des vulnérabilités qui sont totalement inconnues, même des éditeurs de logiciels. Et pourtant, il ne semble rien faire de mal. Et c'est là que ça devient fascinant. Stuxnet n'était pas une bombe, c'était un missile guidé. Il avait une checklist très précise. Si l'ordinateur ne correspondait pas exactement à sa cible, une version de Windows particulière, un logiciel industriel spécifique, une configuration matérielle ultra précise, il ne faisait rien. Il restait endormi, invisible. Sa mission, c'était le sabotage. Stuxnet a été conçu pour une seule chose, infiltrer l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran. Et pour ça, il a dû franchir ce qu'on appelle la barrière d'air, c'est-à-dire un réseau qui n'est pas connecté à Internet. Il est probablement arrivé via une simple clé USB infectée. Et voilà le coup de génie. Pendant que les opérateurs iraniens regardaient leurs écrans de contrôle qui affichaient « Tout va bien », système au vert, Stuxnet, lui, était en train de dérégler les centrifugeuses. Il les faisait tourner beaucoup trop vite puis trop lentement jusqu'à ce qu'elles se détruisent physiquement sous la contrainte. C'était la première fois qu'une arme numérique provoquait une destruction physique aussi spectaculaire. En partant de simples blecs de potage pour arriver à du sabotage d'infrastructures critiques, l'évolution des logiciels malveillants nous montre à quel point nos mondes, le physique et le numérique, sont maintenant liés, inséparables. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans un monde où tout est connecté, quelques lignes de code peuvent avoir des conséquences bien réelles. Alors quelle sera la prochaine étape ?